Bien, bonjour à tous. Nous allons, après cette introduction historique que certains jugeront peut-être un petit peu longue, mais qui nous permettait de voir cette évolution des campagnes sur le temps long, nous allons entrer dans un nouveau chapitre qui concerne le milieu rural. Et quand on en parle aujourd'hui, de quoi parle-t-on? Question en apparence assez simple, mais qui en réalité n'est pas si évidente que ça, tant la confusion, la relation de proximité entre certaines campagnes et certaines villes, eh bien, est très prégnante. Pour vous, comme pour beaucoup de personnes, parler de milieu rural, c'est faire référence à des paysages, villages, des bois, des champs, des prés, bien sûr, et cette perception commune est tout à fait exacte. Mais la réalité va nous montrer qu'on est en fait devant quelque chose d'un petit peu plus complexe. Alors, on va parler, pour commencer, de la définition des espaces ruraux. Et quand on va examiner cette définition, eh bien, il y a un paradoxe, c'est qu'on va s'apercevoir qu'il n'y a pas de définition des espaces ruraux. Si on regarde une analyse des différents découpages, que ça vienne de l'ex-Datar, CGET, ou que ça vienne de l'INSEE, tous les organismes qui nous définissent eh bien, nos différents types d'espaces. Les espaces ruraux ne sont pas définis en tant que tels, ils correspondent à ce qui reste. Ce qui reste, c'est-à-dire une fois que l'on a défini les espaces urbains. Alors c'est quelque chose d'assez paradoxal, alors qu'il représente une superficie considérable dans l'Hexagone, de voir qu'il n'y a pas de définition positive, si l'on peut dire, de la ruralité. Alors, voyons rapidement comment a été définie une nomenclature de nos espaces. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait quelque chose qui avait l'avantage d'être très simple, mais qui était quand même problématique. C'était était considéré comme une commune urbaine, c'est une commune qui avait plus de 2000 habitants, et une commune rurale, ce qui avait moins de 2000 habitants. Si on regarde en remontant dans le temps deux communes pas loin de Tarbes, ça voulait dire que Odos était considéré comme une commune urbaine et la Loubergue en avait moins comme une commune rurale. Vous comprenez bien que ce genre de définition, pour simple qu'elle soit, ne correspondait pas à une réalité spatiale ou plutôt socio-spatiale. Alors, on est passé depuis déjà pas mal d'années par un souci de définir ce qui caractérise les espaces. Et il y a déjà bien longtemps, une cinquantaine d'années, on est passé par une caractérisation des espaces urbains avec ce sigle qui n'est pas très beau, qu'on appelle les ZPIU, les zones de peuplement industriel et urbain. Alors, la définition du sigle, enfin, le sens du sigle est assez révélateur. ZPIU, ça voulait bien dire que était associée la dimension industrielle et la dimension urbaine. C'est-à-dire que l'on considérait que dans notre pays, eh bien, il y avait un certain nombre d'espaces qui cumulaient à la fois le caractère d'être des régions ou des zones plutôt industrielles et des zones urbaines. Bon, c'est quelque chose qui était déjà dans une définition que l'on peut considérer comme reliant, comment on dit, et privilégiant une définition par la ville. Donc c'est la première étape à la fois conceptuelle et opératoire que l'on s'est donnée afin de caractériser des espaces de l'Hexagone. Plus intéressante et plus proche de nous, bien sûr, dans le XXIe siècle, ça a été le classement, alors qui est un classement opéré par l'INSEE, un classement en aire urbaine. Classement en aire urbaine. Vous notez d'ailleurs que dans ces différentes étapes,
Ben, les espaces ruraux, c'est ce qui reste, c'est ce qui n'est pas une aire urbaine ou ce qui n'était pas une ZPIU. Alors, elle est intéressante néanmoins, cette tentative de l'INSEE d'avoir un classement qui corresponde à des réalités de nos sociétés d'aujourd'hui. Le classement en aire urbaine, il correspond à une logique. La logique, c'est celle de la localisation des emplois. C'était donc là, ça s'est fait en 2 étapes, à quelques années d'intervalle, à partir de 2006. Était considéré comme une aire urbaine, eh bien là où 40% des actifs travaillent dans un pôle urbain, c'est-à-dire au centre de l'aire urbaine. C'est la cartographie, donc va faire apparaître des vastes zones, certains vont les considérer comme démesurées, qui appartiennent aux aides urbaines du fait de cette définition, c'est-à-dire des zones où les actifs vont travailler dans une aire urbaine. Et on va avoir dans ce premier classement eh bien, une extension de la zone, extension qui va être encore accrue dans le 2e classement en aire urbaine, qui est postérieur, et où l'on va trouver une influence des territoires urbains qui va être considérable. Alors, je vous invite tout de suite, même si la définition de la carte n'est pas très facile, à regarder cette cartographie qui vous montre bien une carte de France, qui est une carte essentiellement, enfin pour une large part colorée, un coloré qui correspond à ce 2e zonage en aire urbaine, avec un zonage, à la différence du précédent, où il y avait encore 18% de la population française qui vivait en espace rural. Là, ici, ça se réduit comme une peau de chagrin, puisqu'on n'a plus guère que 5% à peine de la population qui serait considérée comme étant hors de l'attraction des aires urbaines. Alors là encore, on voit bien tout le lien qui est fait dans ce travail de l'INSEE entre la localisation du travail et la domiciliation. Dans cette carte, et comme elle n'est pas facile à discerner parce qu'on n'est pas devant un grand écran comme dans une salle en présentiel, on le verra plus tard de manière plus détaillée avec un extrait pour le Sud-Ouest, eh bien on va voir. Bon, on va le passer tout de suite, ce sera plus facile pour vous de l'observer, et en plus dans des régions qui vous sont davantage connues. Eh bien, on va voir donc ces vastes aires urbaines du Sud-Ouest, essentiellement Bordeaux, Toulouse, dans une moindre mesure le BAB, Bailliage d'Anglet, Biarritz, et vous voyez que la surface de l'aire urbaine est considérable. Alors, le critère des emplois dans ce nouveau zonage en aire urbaine est un critère où on va considérer qu'il y a plusieurs types d'aires urbaines, ce qu'on appelle les grandes aires urbaines, avec celles qui regroupent le plus grand nombre d'emplois, c'est-à-dire au moins 10 000 emplois. On va avoir le zonage avec des aires moyennes, celles qui regroupent de 5 à 10 000 emplois, et des petites aires qui regroupent de 1 500 à 5 000 emplois. Et autour de ces aires urbaines de différents types, eh bien, il y a des couronnes, des pôles, de ces pôles, qu'ils soient grands, moyens ou petits. Donc, ça permet bien sûr c'est une analyse, une approche assez fonctionnelle, qui a un certain sens, encore une fois, c'est une approche fonctionnelle et qui permet de décrire l'influence des villes sur l'ensemble des territoires. La décrire et en voyant bien qu'on a une concentration des emplois qui attirent une population avec des migrations de travail importantes et en voyant
d'abord ce critère-là, plus que celui même de la continuité ou de la discontinuité du bâti. Alors ça donne lieu à des choses un peu paradoxales, c'est qu'aujourd'hui en France, on n'a guère que les 2 tiers des agriculteurs qui travaillent en zone rurale. Voilà. Quand je faisais avec des étudiants de master ce genre de travail, quand ils réalisaient des diagnostics territoriaux, ça aboutissait à des choses assez paradoxales. C'est que dans ces aires urbaines du sud-ouest, autour de Pau, Bayonne, Bordeaux, eh bien, les habitants qui étaient rencontrés, interviewés, étaient bien surpris de savoir que leur lieu de résidence était un lieu qui appartenait à des aires urbaines, alors que pour eux, il représentait tous les traits de la ruralité. Bon, c'est ainsi. Et derrière tout ça, j'y insiste, c'est bien sûr qu'avec ces différents types de zonage, on a une ruralité qui varie entre des pourcentages de population extrêmement faibles, de 5 à 18%, un peu plus si on prend les classements on va voir, de bassins ruraux qui correspondent à des politiques publiques et notamment à des politiques européennes. Si on faisait une analyse de ce type politique, ce rural qui n'est plus que ce qui reste pourrait interroger. Au fond, on est dans des définitions qui représentent là où se trouve le pouvoir dominant, les structures dominantes, c'est-à-dire des structures urbaines, que notre territoire a un maillage qui s'organise autour des métropoles, celles, pour faire simple, qui sont reliées par les grands réseaux de communication, les aéroports régionaux, même si aujourd'hui ils ne sont pas très pratiqués, les grandes lignes TGV, et qu'au fond, on a des territoires qui, sociologiquement, correspondent à des périphéries. Mais la question qui vient, et même si je n'adhère pas du tout à ces mouvements de type gilet jaune, il faut bien voir qu'ils signifient quelque chose qui se passe du côté des habitants qui se trouvent dans ces zones de périphérie, qu'elles soient intégrées dans les aires urbaines ou de périphérie délaissées parce qu'elles y sont plus éloignées. Dit, si on regarde par rapport à une période qui avait été assez active de politique d'aménagement du territoire, eh bien, on peut légitimement se poser la question, au fond, est-ce que le pouvoir dominant qui s'exerce à partir de ce type de structuration spatiale des aires, eh bien, un pouvoir qui a quelque peu délaissé des périphéries, à commencer par les périphéries rurales. Périphérie délaissée, ce n'est pas uniquement les quartiers délaissés de la République, pour reprendre le titre d'un reportage dont il était largement question pour parler des cités et des zones d'habitation délaissées des grandes métropoles, commençant par Paris, autour du 9-3. Non, il y en a peut-être d'autres types de zonage. Or, je n'irai pas plus loin dans une analyse de type spatio-politique, mais il y a quand même quelque chose qui peut nous questionner. Je dis quand même un petit mot sur le zonage en bassin de vie. Alors, ce zonage en bassin de vie, lui, à contrario, il nous a aidés à voir qu'il y a, notamment en termes de politique publique, eh bien, un souci de considérer qu'autour des petites villes et des campagnes qui les environnent, il y a une véritable réalité spatiale. C'est-à-dire qu'après ce type de zonage, alors qui a été pas mal inspiré par les politiques européennes, eh bien, on voit que la ruralité n'est pas si minime que ça, puisqu'avec ce zonage qui regroupe des petites villes assez fortement liées à leur tissu rural périphérique, eh bien, on a pas loin de 30% de la population qui y résiderait.
Alors, vous comprenez bien que ça nous laisse un peu perplexes, tous ces types de zonages, parce que l'on se dit, mais au fond, cette difficulté à délimiter ces différentes zones, urbaines ou rurales, eh bien, ne facilite pas la compréhension d'une part, et ne facilite pas l'étude de nos campagnes d'aujourd'hui. Bon, alors il faut faire avec, hein, c'est ainsi, mais voyons que ces différents zonages montre au fond la difficulté que l'on a à aboutir à quelque chose de satisfaisant. Pour le dernier que je viens de citer, c'est-à-dire le zonage en bassin de vie, qui ne manque pas d'ailleurs d'intérêt, vous pourrez aller voir les notes de l'INSEE sur le sujet si vous êtes passionné, eh bien, il est beaucoup plus basé sur les équipements, c'est-à-dire quels équipements l'on trouve dans ces zones qui associent bourgade, on va dire, et ruralité qui les environne. Et l'on va voir que s'ils sont pauvres en équipement de la gamme supérieure, c'est-à-dire des spécialistes de médecine, par exemple, c'est des universités, des choses comme ça. Par contre, on y trouve largement la gamme des services que l'on va qualifier de gamme de proximité ou de gamme intermédiaire. Alors, si on regarde, c'est toujours intéressant de voir, là, ici, on est dans une cartographie qui vient de l'ex-DATAR, le CGET, l'égalité des territoires, le commissariat. On voit ce qui relève des politiques publiques en matière de rénovation rurale et avec donc un certain nombre de financements spécifiques dans ces zones qu'on appelle de revitalisation rurale parce qu'elles ont connu des déclins. Alors vous voyez, là on retrouve une cartographie assez classique avec ce qu'on appelle la diagonale aride, une diagonale assez ventrue qui part depuis les Ardennes pour aller vers le sud-ouest, et avec quelque chose d'assez large au niveau du Massif central. Bon, avec une particularité, c'est que relevaient de ces zones des régions qui font l'objet de politiques plus spécifiques, notamment en zone de montagne. Avançons pour respecter ce timing de 40 minutes. Bon, je récapitule que retenir de cette question. Bon, c'est une querelle technique qui peut vous sembler quelque peu byzantine, mais pour nous quand même, qui nous intéressons aux campagnes d'aujourd'hui, c'est de voir la signification de ce rétrécissement, cette sorte d'appréhension qui est faite de pas mal de régions perçues naturellement comme rurales par les villes, autrement dit, de voir que les campagnes ne seraient plus n'auraient plus de signification que par rapport à leurs liens urbains. Bon, c'est clair, les métropoles structurent notre territoire, mais dans les politiques publiques, il faut voir quand même qu'il y a de la résistance. Je viens de voir à travers les zones de rénovation rurale. Et il y aura des choses qui seront observées dans les années futures à travers notamment les fonds sociaux structurels européens pour voir si ces campagnes peuvent finalement vivre, parce qu'elles correspondent à des zones d'attraction d'aujourd'hui, on aura l'occasion d'en reparler, avec ce qui les caractérise et ce qui est digne d'intérêt pour les fonds publics, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient européens. La Commission actuellement a des réflexions qui me semblent assez intéressantes depuis qu'autour de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, il y a beaucoup de réflexions autour d'une économie plus basée sur l'économie verte, sur des nouvelles formes d'aménagement du territoire, des choses comme ça. Vous comprenez au passage que je ne suis pas du tout un géographe ou un aménageur sans référence politique ou idéologique. Moi, je suis un farouche européen. Voilà, c'est dit. Alors, voilà, est-ce que ce milieu rural, c'est la question pour conclure, est-ce qu'il sera apprécié uniquement à l'aune des priorités du système dominant, c'est-à-dire le système urbain, ou est-ce que l'on aura des politiques publiques qui tiendront largement compte de ce qu'ils sont? Alors, pour aller plus avant dans ce qu'ils sont, eh bien, on va regarder d'un peu plus près la diversité des espaces ruraux, parce que dans cette
pseudo-querelle sur les délimitations, on en a parlé de manière un peu globale, ce qui ne va pas, ce qui ne correspond pas aux réalités. Les réalités, c'est dans cette typologie, nous voyons déjà à peu près sept modèles et qui sont tout à fait pertinents comme classement pour distinguer ces différents types de campagnes d'aujourd'hui. Alors, on a les campagnes des villes, bon, ça on en a déjà un peu évoqué, des campagnes des vallées urbanisées et des campagnes des littoraux, c'est-à-dire qui correspondent à des campagnes plutôt actives, plutôt dynamiques, notamment au plan démographique, au plan des activités. On a des campagnes agricoles et industrielles. Alors ça vous remet à l'oreille ce qu'on a pu dire sur l'évolution sur le temps long, c'est-à-dire de toute cette période où il y avait une véritable industrie rurale. Et puis des campagnes à plus faible densité de population, avec là aussi trois types différents. Mais regardons-le à travers une carte et en regrettant bien sûr que sur votre écran d'ordinateur, la lisibilité n'est pas vraiment optimale. Je le regrette, mais je ne peux pas faire trop autrement. Bon, il s'agit du Commissariat général à l'égalité des territoires, donc ex-DAPAR, pour reprendre un cycle qui vous est peut-être plus familier, et qui a fait ce travail typologique qui est fort intéressant. Alors, vous retrouvez ce que l'on a vu à l'instant à propos du découpage en aire urbaine autour des grandes métropoles, à commencer par Paris, mais vous le voyez autour de Toulouse, vous le voyez autour de Nantes, de Lyon, de Rennes. Eh bien, c'est campagnes qu'on peut qualifier de campagnes des villes, mais avec deux catégories. Celles où on a des périphéries à très forte croissance résidentielle et à économie dynamique, bon, autrement dit les pourtours des métropoles, et puis celles en taches plus claires, en beige, ce qu'on peut appeler les campagnes des villes, mais avec, on est dans des espaces plus diffus, c'est ainsi qu'ils sont nommés, avec une croissance résidentielle qui est très réelle et une croissance assez dynamique, ainsi qu'une croissance économique. Ça, c'est consécutif à ce qu'on appelle l'étalement urbain. L'étalement urbain, vous percevez, par exemple, autour de Bordeaux ou Toulouse, des communes où on trouve des lotissements parfois à 30, 35, 40 kilomètres de la métropole. Vous avez également, dans ces campagnes des villes, mais y est associé, parce qu'elles sont particulièrement dynamiques au plan démographique, les campagnes des littoraux. Campagne des littoraux, alors vous le voyez en particulier sur la façade atlantique, le Sud-Bretagne, la Vendée, autour du bassin d'Arcachon, les littoraux méditerranéens, etc. Des campagnes qui sont là particulièrement densifiées, hein, qui sont des campagnes à forte croissance résidentielle, hein, ça c'est clair, et tout simplement parce que ça correspond à des espaces attractifs, avec notamment des jeunes retraités qui font le pas de quitter la ville pour s'installer dans ce type d'espace, et donc avec une assez forte économie présentielle. Alors une économie présentielle, c'est quoi? C'est de l'artisanat, c'est le salon de coiffure, c'est des choses comme ça, tout simplement parce qu'il y a davantage d'habitants. Cette carte est intéressante aussi parce que l'on voit un clivage entre le nord et le sud pour ce qui est appelé par le Commissariat général à l'égalité des territoires les campagnes qu'on appelle agricoles et industrielles. Et là, on voit un certain héritage. Alors, dans le nord de la France, on peut trouver des régions en Champagne, en Picardie, en Lorraine et même en partie dans l'ouest de la France, qui correspondent à des régions où, certes, il s'agit bien de campagne agricole, avec tout son paysage de champs, de prés, de bois, etc., mais où les petites villes, les bourgs, sont marqués par la présence d'une petite industrie,
ou d'une moyenne industrie tout à fait notable. Et ça, c'est un phénomène qui est beaucoup plus rare dans le sud de la France, vous le voyez sur la carte, beaucoup plus rare. On voit dans le sud en particulier trois types de campagnes. C'est des campagnes qui connaissent un vieillissement quand on regarde la pyramide des âges, qui connaissent une densité pas très faible, mais assez faible. Je mettrai une nuance par rapport à cette typologie du CGET, avec, eh bien, en vert marqué, on retrouve notre fameuse carte de tout à l'heure sur les zones de revitalisation rurale, cette diagonale, et qui sont avec des revenus plutôt faibles et avec une économie agricole et une économie présentielle. Au cœur de ces taches assez larges vertes, vous en avez une un peu plus claire qui correspondent à certes des revenus qui restent toujours plutôt un peu plus bas que la moyenne nationale, mais avec là davantage de croissance résidentielle et d'économie présentielle et touristique. Alors vous le retrouvez par exemple dans certaines régions attractives, on peut penser au Périgord par exemple, dans cette cartographie, à certains coins aussi du Jura par exemple. Et puis d'autres espaces en bleu, alors qui sont avec certes une croissance résidentielle marquée, mais une économie présentielle. Pourquoi? Parce qu'il y a un tourisme assez fort. Et là, on retrouve les massifs montagneux des Alpes et également des Pyrénées. Bon, regardons-le à une échelle de plus grande proximité pour que ce soit plus lisible. Je vous ai pris l'exemple de cette typologie ici pour la Bretagne. Alors, ça aurait été mieux si on avait vu la région rennaise, mais on voit autour de Lorient et de Brest des campagnes des villes, bien sûr. On la voit plus diffuse au fur et à mesure qu'on s'écarte de ces villes. Et puis, vous voyez ce dont on a parlé, c'est ces campagnes vivantes, densifiées, qui sont les campagnes littorales. Voilà. Donc, je vous remets la typologie sous les yeux pour la voir. Donc, retenons à travers tout ça qu'on a des campagnes, eh bien, voilà, ici on l'a bien pour l'ouest. Là, c'est déjà plus intéressant. Alors, peut-être vous allez trouver que c'est pas super lisible parce qu'on n'a pas de noms qui sont marqués. Vous voyez en haut de la carte, un peu vers la droite, donc l'Île-de-France, et vous le voyez à travers ces régions qui sont très intéressantes toujours à étudier quand on s'intéresse aux campagnes actuelles, c'est les régions de l'Ouest. Alors, vous voyez deux grands pôles, celui de Nantes et celui de Rennes, avec là aussi, dans cette nomenclature des différentes campagnes, c'est campagne des villes, et puis au fur et à mesure qu'on s'en écarte, des campagnes avec une influence des villes qui est moindre, et puis au fur et à mesure qu'on va encore un peu plus loin vers le centre de la France ou la Bretagne intérieure ou la Normandie intérieure, eh bien on passe à une autre catégorie de nomenclature, ce qui est celle des politiques, enfin des zones qui sont marquées par les politiques de rénovation rurale, parce qu'elles correspondent à des campagnes qui ont vieilli et où l'attractivité y est moindre. Voilà ce qu'on peut dire sur cette typologie. On regardera dans l'étape suivante, mais on fera une césure parce qu'on doit se rapprocher de peut-être nos 35 minutes. Qu'est-ce que l'on peut en dire? Eh bien, je ne reviens pas sur la dimension un peu querelle quasi-byzantine qu'il y a sur ce qui a été présenté autour des aires urbaines. Moi, je crois que le point qui peut retenir votre attention dans ce rétrécissement, entre guillemets, du milieu rural, c'est de bien voir que les campagnes ne sont que des lieux qui restent, pour ça que j'avais utilisé ce mot-là,
et que ce sont bien sûr notre territoire, il est organisé, structuré et politiquement dominé par les grandes métropoles. Bon, si on regardait, on le fera plus tard, la carte des villes moyennes, on verrait que là aussi, il y a des espaces qui sont non pas des espaces de relégation, mais des espaces qui peuvent être parfois un peu en perte de vitesse. Quant aux politiques publiques, elles demeurent malgré tout encore aujourd'hui assez présentielles. Est-ce qu'elles le demeureront? C'est la question. Alors, quand on regarde le principal chapitre du budget de l'État, qui est le budget de l'éducation nationale, on voit encore une présence des écoles qui est encore assez dense, quoi qu'on en dise, alors école ou regroupement pédagogique, dans les zones des campagnes où eh bien, les enseignants payés par l'État, que sont par exemple les institutrices ou les instituteurs, eh bien, ont un nombre d'enfants qui est statistiquement nettement inférieur aux classes urbaines. Alors voilà le type de questions qu'il y aura lieu d'examiner aujourd'hui et demain pour voir cette place qui est encore accordée par les politiques publiques aux campagnes d'aujourd'hui. Si on regarde du côté des services privés, par contre, il y a des zones où on s'inquiète de ce qu'on appelle peut-être de manière pas tout à fait juste les déserts médicaux. Quand je travaillais avec les étudiants de master sur cette question-là dans le sud-ouest, je m'étais aperçu que le service médical un peu de base, c'est-à-dire le cabinet médical, le cabinet infirmier, on était dans une courbe qu'on appelle l'isochrone des 12 minutes. C'est-à-dire que on ne compte pas tant en kilomètres qu'en temps, c'est-à-dire le temps pour aller d'une commune rurale à ce type de service. Et la courbe isochrone 12 minutes, beaucoup d'habitants, par exemple, du 9-3 en région parisienne, Seine-Saint-Denis, aimeraient bien avoir un certain nombre de services de ce type-là dans l'isochrone 12 minutes. Bon, voilà, pour relativiser un petit peu ce qu'on a pu dire jusque-là. Il y a une autre question, et ça on y reviendra tout à fait à la fin du cours, parce que celle-là, elle me passionne, c'est de voir que le milieu rural, est-ce qu'il continuera à être un espace agricole? Oui, j'en suis assez convaincu. Est-ce qu'il continuera à être un espace industriel? Oui, parce qu'on y voit un certain nombre de petites startups qui font des choses assez intéressantes. Mais l'autre domaine sur lequel on peut s'interroger, c'est de voir qu'il y a à la fois un intérêt et un risque autour d'un milieu rural qui serait perçu comme un espace récréatif et un espace de loisirs. Alors, dans ce type de perspective, qui est assez fortement connoté par l'intérêt écologique, qui est une formelle perspective, on peut voir ce qui se joue, par exemple, autour des zones Natura 2000 ou des choses comme ça. C'est-à-dire, au fond, que ce type de campagne d'aujourd'hui, elle connaît plutôt un regard qui est assez urbain. C'est-à-dire de voir que le regard des urbains devient assez prégnant. Alors, je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos, vous allez comprendre tout de suite. Bon, j'habite une partie de l'année dans les Alpes du Sud, c'est une région que j'aime beaucoup. Alors, ce qui est assez frappant, c'est de voir cette querelle autour de la présence du loup. Alors, le loup, c'est une espèce protégée, la Convention de Berne, etc. Bon, d'accord. Mais mon propos n'est pas de dire le loup c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas ça. Simplement ce que j'observe dans la commune où je réside assez largement, où il y a encore un élevage ovin qui est très important, c'est dans les tensions qu'il peut y avoir, c'est que la manière d'appréhender l'espace par les éleveurs, par les bergers,
autour de leur activité dominante, qui est de la production ovine, avec une production de qualité, avec le label, par exemple, Agneau de Sisteron, c'est de dire, ben, dans ce type d'espace qui est le nôtre, hein, historiquement, culturellement, ben, on est chez nous, oui, oui, mais on doit cohabiter avec ben, un prédateur qu'on n'a pas demandé, qui est là, et qui est très largement défendu par des associations écologiques qui ont leur légitimité, ça, on ne peut pas en douter, mais qui sont très portées par des associations situées majoritairement en zone urbaine. Gap en particulier, mais pas uniquement, dans des grandes villes comme Grenoble, par exemple. Et alors, au fond, la tension, c'est celle qui existe autour de se dire, mais voilà un type d'espace de campagne montagnarde, où les regards ne sont pas à l'identique. Et la question, c'est est-ce que ces campagnes d'aujourd'hui, est-ce qu'elles seront celles des habitants qui ont vécu et qui continuent à y avoir leur activité, là, dans l'exemple que j'ai pris de type élevage, et après tout, qui est une bonne manière d'occuper l'espace et en même temps de l'entretenir, la présence des troupeaux, ou est-ce qu'elle sera considérée davantage sous le regard eh bien, de campagnes dont le devenir est pas totalement, mais pour une part, lié à la préoccupation du domaine du regard dominant qui voudrait plutôt le voir comme un espace de loisir, un espace récréatif, un espace bon, où la part de la faune sauvage aurait une certaine place. Bon, je pousse le bouchon un peu exprès, un peu loin, hein, mais pour dire au fond, insister sur cette appréhension de regards qui sont différents. Allez, on s'arrête un petit peu et puis on regardera dans la partie suivante, eh bien on regardera les choses à travers 6 portraits communaux.